Ce matin, nous avons la chance d'avoir avec nous pour cet Indie Club Hervé Bégaud. Donc, sur le sujet, le pilotage de l'entreprise sera durable ou ne sera pas. Direction financière, à vous de jouer. Donc, un petit mot d'abord sur Indigo et ce qu'on essaye de faire avec Indie Club. Donc, Indigo, c'est l'école de la responsabilité qui appartient au campus d'école Maria Schools. Donc, c'est une école que j'ai lancée au sein du campus Maria Schools il y a un peu moins de 3 semaines maintenant. Donc, école de la responsabilité, pourquoi? Parce qu'en fait, on essaye d'intégrer au sein de tous les métiers, donc auprès des collaborateurs de l'entreprise, cette notion de responsabilité. Et on voudrait faire en sorte que chaque métier puisse avoir cette brique supplémentaire au sein de sa formation pour pouvoir conserver toujours le même métier, mais le faire autrement, avec plus de responsabilité. Donc, sur les questions de la responsabilité, comme vous le savez, il y a du social et de l'environnemental. On a décidé d'axer d'abord les premières formations Indigo avec plutôt une partie environnement et a priori plutôt de commencer par les métiers donc de la direction financière et les métiers du chiffre. Et c'est pour ça qu'on accueille aujourd'hui Hervé Bégaud. Et c'est vraiment l'objet des rendez-vous Indie Club, c'est d'avoir un invité qui est quelqu'un du métier, qui a de l'expérience et qui peut nous raconter son expérience pour partager toutes les bonnes pratiques et toute sa théorie sur le sujet. Voilà, et maintenant, petite question tournée vers vous. C'est hyper intéressant pour nous de savoir qui vous êtes et ce que vous attendez de cet Indie Club. Donc, dites-nous déjà, si vous pouvez nous dire un mot sur votre métier, est-ce que vous dites par oui ou par non, est-ce que vous faites partie de la direction financière d'une entreprise? Donc, première question, donc ça c'est oui, non. Et deuxième question, c'est sur une échelle de 1 à 5, quel est votre niveau de connaissance du pilotage durable de l'entreprise, sachant que 1, c'est pas du tout, j'en ai jamais entendu parler, et 5, je suis un expert, je connais très bien et j'adopte déjà un modèle CARE au sein de l'entreprise. Alors, je vois que Mathilde est en train de taper. Donc, Mathilde, oui, oui. Alors, Fatima, il y a oui et non. Donc, je travaille dans la communication et dans un secteur très axé entrepreneuriat. Je suis débutant sur ce sujet. D'accord. Étudiante à HEC, mes cours de compta n'incluent pas les capitaux extra-financiers. 2,5, d'accord. Donc, Fatima, t'es OK. Bon. Donc, du coup, Hervé, tu vois, tu t'en sais un petit peu plus sur ton public. Du coup, tu sais que de toute façon, moi aussi, je suis à peu près à 2,5. Donc, comme ça, je pourrais poser des questions vraiment de novice. Super. Merci beaucoup pour le feedback. Et donc, maintenant, Hervé, je vais dire un mot d'abord sur la façon dont on s'est rencontrés. Parce que c'est assez drôle. En fait, Hervé, je lui ai écrit un message sur LinkedIn parce que j'avais lu pas mal d'articles de lui sur la comptabilité qui intégrait les enjeux environnementaux. Je trouvais ça super intéressant et je lui ai écrit un message sur LinkedIn. Et il m'a dit, bah, écoute, pas de problème pour qu'on discute si tu veux, sauf que là, j'ai un agenda hyper booké et je vais faire une formation à l'ESSEC dans moins d'une heure. Et du coup, je dis, ah ouais, je peux venir? Il m'a dit, d'accord. Et du coup, on s'est retrouvés à la gare Saint-Lazare. Et en fait, l'interview que je voulais faire à la base par téléphone, on l'a faite dans un taxi, je crois, parce qu'il y avait un problème sur le train. Et, euh, et finalement, j'ai suivi son cours à l'ESSEC qui était passionnant. Et depuis, Hervé fait partie du board pédagogique de Indigo. Et il me challenge énormément sur les formations que j'essaye de développer. Donc voilà, c'est quelqu'un de très important pour l'école Indigo. Et je le remercie encore de tout le temps qu'il passe avec moi pour construire ces formations. Et Hervé, je te laisse maintenant te présenter de façon plus institutionnelle. Merci Marine et surtout bravo à toi parce que c'est vrai que il y a derrière Marine une force de conviction et une motivation qu'on voit rarement. Donc c'est très plaisant de travailler, en tout cas d'accompagner un projet avec une personne aussi motivée, qui sait où elle va et qui fait qui a un projet qui est pour moi un projet très très important, très utile parce que
et je me présenterai juste après, parce que c'est important que je dise ce mot, parce que il me semble que aujourd'hui, compte tenu du momentum, compte tenu de là où on en est sur cette thématique-là, il est temps d'engager une véritable transformation du métier, et c'est par la formation, on est passé le point sensibilisation, est-ce que c'est important, est-ce qu'il faut y aller. Je pense qu'aujourd'hui, les directions financières sont clairement, ont bien conscience qu'il va falloir y aller, hein. Il y a plus de sujet. Simplement, ben, il faut se former, il faut aller vite. Et donc, ce que tu proposes chez Indigo est très, très utile et est attendu sur le marché. Pour me présenter quand même, donc mon métier, je le revendique parce que souvent, compte tenu de ce que je fais, on a tendance à l'oublier. Je suis d'abord et avant tout expert comptable, commissaire aux comptes. Ça, c'est mon métier, mon parcours est celui-là. Et c'est vrai qu'assez tôt dans ma carrière, je me suis à la fois intéressé aux enjeux du développement durable, je me suis formé aussi, et pour arriver aujourd'hui à porter un certain nombre de sujets, d'abord au sein de mon cabinet, Hendrix, où on travaille avec différentes organisations, des grands groupes, des sociétés moyennes, voire des toutes petites entreprises, pour déployer principalement ce qu'on appelle la comptabilité environnementale et sociale, la comptabilité intégrée. Donc à côté de ça, on fait des missions d'accompagnement sur la stratégie RSE, mais toujours en lien avec les aspects financiers. Et puis euh, on a aussi un sujet autour des bilans carbone. Et par ailleurs, et puis on est auditeur accrédité. Vous savez qu'il y a des obligations, on en parlera certainement, des obligations pour des sociétés qui ont plus de 250 salariés, euh, de faire un reporting RSE obligatoire, donc c'est un dispositif européen, et de faire auditer ce reporting par un organisme tiers indépendant. Donc, on est accrédité depuis pas mal d'années pour faire ces audits de reporting RSE et audits de sociétés à mission. Voilà, ça c'est pour mon cabinet. Par ailleurs, je suis très très impliqué dans un certain nombre d'instances professionnelles. Pour le faire dans l'ordre, c'est d'abord, étant expert comptable commissaire aux comptes, je suis très présent dans les instances de l'ordre des experts comptables. J'ai d'abord été au niveau de la région Île-de-France, enfin Paris-Île-de-France. J'ai été pendant 4 ans vice-président de l'ordre de Paris, en charge de l'innovation, dans laquelle j'ai inclus bien évidemment la RSE, mais aussi tous les sujets autour de la data, de l'intelligence artificielle et de comment ces outils vont transformer le métier. Donc, on est vraiment dans la transformation du métier, à la fois d'expert comptable, directeur financier. Et donc, j'ai toujours considéré qu'on a deux sujets majeurs qui vont transformer les métiers. Il y a le sujet de la data et de l'intelligence artificielle, et il y a le sujet de la RSE et du lien entre RSE et finance. Donc, pour moi, c'est vraiment les deux sujets majeurs. Donc, aujourd'hui, je ne suis plus élu à Paris, mais je suis élu au niveau national. Je suis membre du bureau national aujourd'hui et je préside deux commissions, vous allez comprendre. Vous allez le deviner, facile à deviner. Donc, commission RSE et normalisation extra-financière. Et une deuxième commission sur tout ce qui touche à la data et à l'intelligence artificielle. Donc, à côté de ça, je suis au bureau et je participe à la stratégie de l'ordre sur un certain nombre de sujets. Et puis, par ailleurs, et ça va concerner plus directement Marine, ce que tu souhaites faire chez Indigo. Je suis impliqué au niveau de l'association, qui est la première association qui fédère en France les directeurs financiers contrôleurs de gestion, donc la DFCG. Je préside un groupe de travail depuis
3-4 ans maintenant, un groupe de travail, le groupe de travail RSE de la DFCG, et on produit un certain nombre de documents, de cahiers techniques, d'articles, etc. Et toujours dans la même organisation, je suis membre du comité pédagogique, non, pas du comité pédagogique, ça c'est chez toi, du éditorial de la revue Finance et Gestion, et je m'occupe justement de tout ce qui sort dans cette revue en matière de RSE, de finances durables, etc. Donc voilà pour les instances dans lesquelles je travaille. Et puis oui, tu as rajouté effectivement que j'étais au CERCES. CERCES, et je pense que tu as eu raison parce que le CERCES me tient beaucoup à cœur. Le CERCES, c'est quoi? C'est une association que j'ai cofondée avec un certain nombre de chercheurs, praticiens. Le CERCES, c'est le Cercle des comptables environnementaux et sociaux. Alors, quand je mets comptable, il faut le lire au sens large, hein, c'est tout ce qui touche au métier du chiffre. Et notre objectif, c'est de fédérer tous ceux qui travaillent aujourd'hui à faire évoluer la comptabilité, à intégrer tout ce qui est enjeu sur le capital humain, enjeu sur le capital, les capitaux naturels. Voilà, donc c'est une association que je préside aujourd'hui qui se développe bien. On a de plus en plus d'adhérents, beaucoup de bénévoles. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir. On fait des tas de choses sympathiques, y compris des webinaires, des formations, souvent Ouais, gratuites. c'est ce que j'allais dire là. Tu as parlé de ces différents projets, mais il faut savoir que Hervé, il participe à un nombre incalculable. Il fait des interventions sur des télés, dans des écoles. C'est vraiment, pour moi, tu es le porte-parole aujourd'hui de de ce nouveau pilotage. Et on te voit un peu partout sur ce sujet-là. Et du coup, ça m'amène à passer sur cette première question, c'est pourquoi pour toi c'est un sujet qui est essentiel et pourquoi c'est l'avenir de l'entreprise et que en fait c'est inconcevable de penser qu'on ne va pas se diriger vers un pilotage qui doit être durable. Ben, au-delà, si tu veux, au-delà des convictions qu'on peut avoir les uns et les autres hein, sur ben, le fait il faut faire évoluer nos sociétés, tenir compte des enjeux environnementaux et sociaux, au-delà de l'urgence aussi. Le GIEC nous le rappelle quotidiennement, l'urgence d'agir et d'avancer vers plus de soutenabilité. Ben, il y a aussi le sens de l'histoire. Enfin, je veux dire, une entreprise aujourd'hui, ça paraît compliqué d'évoluer dans un environnement où il y a une pression des acteurs, une pression des parties prenantes pour dire on attend plus de durabilité, on attend plus de responsabilité. Et puis les consommateurs, on veut plus de bio, on veut plus de produits avec des circuits courts. Donc, dans un environnement comme ça, difficile de piloter son entreprise en Parce que la regardant. pression des consommateurs aujourd'hui, on la ressent, on voit beaucoup parce que de plus en plus, les entreprises et les marques se font accuser de greenwashing. Mais est-ce qu'il y a une vraie autre pression à part celle du consommateur? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a vraiment, qu'aujourd'hui, les entreprises sont dans l'urgence de changer? Ben, il y a une pression des consommateurs, ça c'est certain, mais pas Mm. que. Pas que. Il y a ne serait-ce que les collaborateurs, les salariés, une nouvelle génération de collaborateurs qui arrivent sur le marché du travail. Hein, on le voit, hein, les sorties d'école où un certain nombre d'étudiants ne veulent plus travailler pour telle ou telle catégorie d'organisation. Des collaborateurs qui sont en quête de sens, qui ont besoin de, 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 de s'engager, d'être dans une entreprise qui s'engage à un certain nombre de thématiques. Donc, il y a aussi cette pression interne d'une certaine façon. De plus en plus, on voit apparaître
une pression des investisseurs, soit des investisseurs institutionnels qui financent du long terme, etc. Des investisseurs, il y a le développement de l'ISR ces dernières années, l'investissement socialement responsable, et puis des investisseurs classiques, quand on voit des fonds, des plus gros fonds mondiaux comme BlackRock, qui dit on veut décarboner nos investissements. Bon, alors après, il y a le message, mais c'est des paroles qui comptent. Ça lance quand même un mouvement. Donc, il y a un peu des pressions de toutes parts, au fait. Il y a la réglementation, parce que vous savez qu'il ne se passe plus un seul mois où on ne voit pas apparaître une réglementation, une nouvelle norme, un nouveau dispositif autour de la RSE. Donc, ça s'accélère et ça va très vite. Et puis, je peux en citer d'autres. Donc, oui, il y a un étau qui se resserre quand même autour de l'entreprise sur un certain nombre de sujets. Et même quand on est une petite entreprise, parce que certes, on n'a pas de réglementation aujourd'hui directement sur les TPE, mais de façon indirecte, quand vous êtes une TPE, vous travaillez par exemple sur des marchés publics, difficile de ne pas présenter un certain nombre de critères RSE. Si vous êtes sur des sociétés qui sont soumises au dispositif du devoir de vigilance, je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif qui demande aux entreprises de plus de 5000 salariés ou 10 000 quand elles sont mondialisées, de vérifier ce qui se passe en matière de RSE au niveau des sous-traitants. Alors, donc, de façon indirecte, quand on est sous-traitant de ces grands groupes, il y a un minimum à avoir en termes d'organisation et de durabilité. Je suis désolé, je vais laisser un peu parce que j'ai oublié de brancher mon ordinateur. Si on veut continuer à se parler, il faut absolument... Ouais, ce serait utile. Donc, voilà. Du coup, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, la pression, elle vient sur les grandes entreprises pour la réglementation, enfin, parce qu'il y a une réglementation qui est déjà en place. Et après, chez les plus petites, parce que les plus petites vont être des sous-traitants ou des fournisseurs des plus grandes, et donc, du coup, doivent appliquer un peu les règles des plus grandes, parce qu'elles sont dans l'obligation d'aller dans leur sens et de respecter leurs chartes. Et on a une question là de Mathilde qui dit, mais est-ce que les réglementations sont véritablement suivies? Donc du coup, des réglementations, il y en a plusieurs, mais je dirais les réglementations qui sont a priori pour l'instant qui ne concernent que les grandes entreprises. Oui, alors pour les grandes entreprises, est-ce qu'elles sont véritablement suivies? Oui, enfin, je parlais de Momentum. Aujourd'hui, quand même, comme je le disais, il y a une pression de plus en plus forte. Simplement, enfin, on essaye, aujourd'hui, il y a quand même on observe de plus en plus le comportement des entreprises sur un certain nombre de sujets. Si à minima, une entreprise ne respecte pas ce qu'on lui demande en termes de réglementation sur la RSE, c'est quand même problématique. Là où dans la question de Mathilde, je ressens, mais oui, mais est-ce qu'il y a une véritable sanction qui incite, etc. Je crois entrevoir ça dans la question de Mathilde. Effectivement, aujourd'hui, vous n'allez pas en prison si vous ne faites pas votre reporting RSE, mais il y a quand même de plus en plus un risque réputationnel. Quand dans un document signé par un auditeur ou un organisme tiers indépendant, on met un rapport de carence en disant cette entreprise n'a rien fait en matière de durabilité et que c'est publié, parce qu'il y a quand même une obligation de publier, c'est pas hyper sain pour la réputation de cette organisation. Puis après, encore une fois, les pressions sont indirectes. Certes, il y a de plus en plus de sanctions, hein, malgré tout. Par exemple, sur un dispositif sur les bilans carbone. Non, le fait de renseigner les consommations d'énergie sur le site opérable de l'ADEME. Quand vous ne le faites pas, il y a une sanction. Hein. Il y a une sanction financière. Donc, voilà. Et puis, mais elle n'est pas suffisamment lourde pour détourner les entreprises
Et bon là, respect. justement, pour ces questions de réglementation, on a l'impression que ça a mis énormément de temps à arriver pour de vrai. Est-ce que là, tu as l'impression que ça s'accélère et est-ce que tu as une explication de pourquoi ça a mis autant de temps à arriver? Ben, c'est lié à la prise de conscience. Enfin, c'est vrai que c'est, vous savez, je ne sais plus quel, quel grand, enfin, l'ancien candidat à la présidence des États-Unis, j'oublie son nom. C'est Al Gore qui faisait, Al Gore, je crois, qui Ouais. faisait ce parallèle avec la grenouille dans l'eau tiède ou dans l'eau chaude. Hein. Enfin, Ah, je la connais une pas, grenouille. celle-là, l'histoire de la grenouille. Ben oui, il y a une grenouille, quand vous mettez une grenouille dans de l'eau et puis vous faites chauffer progressivement, la grenouille meurt parce qu'elle ne voit pas le danger venir, parce que ça chauffe Mmh. progressivement, et puis elle finit par malheureusement mourir parce qu'elle n'a pas vu, elle n'a pas senti. Par contre, si vous prenez la même grenouille, vous mettez dans de l'eau chaude, déjà très chaude, généralement, il y a une réaction où elle saute Mmh. pour sortir. Donc tout ça pour dire, malheureusement, la question les questions autour du climat, c'est pas, ça vient progressivement. Là, ça s'accélère quand même, le phénomène Mmh. s'accélère, on voit bien les conséquences. Mais voilà, les humains sont, on est comme ça. Hein, quand on voit pas le danger, ben on réagit pas instantanément. Enfin, quand on Mmh. ne vit pas Et le donc ça, danger c'est une direct, on réagit pas. explication quasi naturelle de l'humain. C'est pas que il y avait un lobbying ou un truc qui bloquait. Non, ben, il y a toujours du lobbying, mais je ne pense pas, s'il y avait une situation d'urgence, vous voyez, hein, quand on a eu le Covid, Mmh. vous avez beau faire de lobbying, non, tout le monde enfermé, on ne sort plus. Mmh. Voilà, y avait, même quand on ne voulait pas, parce qu'on est quand même dans un pays de liberté, vous imaginez quand même pendant plusieurs mois, on a réussi à enfermer toute une Ouais, c'est dingue. population libre. En fait, ce qui nous manquait, c'était le choc. C'est ça, en C'est le fait. choc, voilà. Mmh. Et tant qu'il n'y a pas de choc, ben, ça met du temps. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est quand même une accélération aujourd'hui, à la fois de la prise de conscience, parce que je ne vois plus de secteur d'activité aujourd'hui qui va vous dire, ben non, en fait, nous, on n'est pas concernés ou on s'en Mmh. fout. Ouais, c'est plus C'est possible. presque impensable aujourd'hui. Par contre, est-ce que ils font ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a toujours du greenwashing? Oui, il y en a encore. Mmh. Euh, et puis au niveau européen, euh, tous les plans de relance, et c'est ça qui est intéressant depuis quelques mois, c'est que la période post-Covid est marquée par des fonds engagés, des sommes énormes engagées pour redresser l'économie. Et dans ces fonds, ils ont eu la sagesse d'orienter une grosse partie vers le verdissement de l'économie. Mmh. Au niveau de l'Europe, c'est 1800 milliards engagés pour le plan de relance. Et dans ces 1800 milliards, un tiers est consacré au Green Deal. C'est énorme. D'accord. Donc en France, pareil, il y a plus de 100 milliards dans le plan de relance et je crois à peu près dans les mêmes proportions, c'est 30 ou 33 milliards consacrés au verdissement de l'économie. Donc, au-delà des sanctions, des réglementations, il y a aussi une volonté des pouvoirs publics d'orienter ou d'engager l'économie vers ça. Donc, vont s'en saisir les entreprises qui vont euh, ben, s'engager tout de suite. Elles vont Mmh. pouvoir avoir des opportunités. Franchement, il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de dispositifs. Et puis les autres qui vont, il y en a toujours, hein, qui vont être à la traîne et qui vont se mettre aussi en risque par rapport à leur propre modèle économique. Donc, Mmh. et pour revenir à ta question, effectivement, je pense qu'il y a aujourd'hui enfin, tous enfin, les paramètres, quand on observe hein, ce qui se passe, pour une entreprise aujourd'hui, très difficile de passer à côté de ces sujets. D'accord. Et donc, du coup, ça veut dire que toi, tu es plutôt optimiste, même pour ton activité chez Hendrix, tu es plutôt optimiste en te disant qu'a priori, et ça me permet de faire le lien avec la deuxième question, a priori, l'activité de comptabilité et d'expertise durable pour piloter l'entreprise
Et du coup, ce rôle que vont jouer les directions financières, maintenant, c'est indispensable et que tu vas avoir énormément de demandes d'accompagnement. Oui, alors demande d'accompagnement, oui, parce que c'est mon activité, et puis j'espère, quand on gère une entreprise, un cabinet, une équipe, oui, on a envie d'avoir plein de business, ça c'est un fait, mais il n'y a pas que ça à regarder. Il y a, enfin, j'ai la chance de, comme tu as la gentillesse, eu la gentillesse de le dire, d'intervenir dans différents univers et de partager avec des tas de réseaux différents. Et mon observation est que dans les entreprises, vous avez déjà un certain nombre de services qui ont engagé des processus de transformation, qui sont impliqués dans les processus de transition écologique. Les directions développement durable pour les plus grosses entreprises, les directions environnement, risque, etc., qui sont déjà à l'œuvre pour orienter un certain nombre de sujets. Vous avez les directions ressources humaines qui sont aussi très engagées sur le volet social, même si on a la chance en France en matière sociale d'avoir quand même beaucoup de dispositions réglementaires déjà en place, mais beaucoup d'entreprises vont loin aujourd'hui dans la prise en compte de la santé mentale, des risques psychosociaux. Et à chaque fois qu'on discute avec ces réseaux, ils nous disent, mais le problème, c'est que le sponsor principal en général dans nos entreprises, bah, c'est bien sûr la direction financière, mais tout de suite après, il y a la direction générale, mais tout de suite après, on voit la direction financière. Et se plaignent d'un certain... voilà, sentent que les directions financières sont encore à la traîne. C'est pas les plus grands moteurs sur ces sujets-là et sur cette transition, justement. Malheureusement, mais c'est en train de changer. Ah, C'est en donc train de là, t'es s'accélérer. optimiste. Parce que Comment? moi, j'avais l'impression que tu n'étais pas si optimiste que ça. Mais donc là, tu dirais que tu es plutôt Si, optimiste sur. D'accord. si, c'est en train de changer. D'abord parce que ça y est, maintenant pour une entreprise, quand il faut y aller, ben, la direction doit forcément s'impliquer. Donc, factuellement, il y a une situation qui fait qu'elles ne peuvent pas, face à leurs collègues qui avancent, ils ne peuvent pas se détourner des chantiers qui sont engagés dans leurs entreprises. Ça, c'est une première chose. Et il y a la réglementation. Quand on prend au niveau européen, et même avant, le dispositif DPEF, la déclaration de performance extra-financière, donc on ne parle plus de reporting RSE, on parle de performance extra-financière. Dans le mot performance, bah, on sent quand même la direction financière pas trop loin. Il y a aussi un autre signal, au niveau européen, c'est que l'organe qui s'occupe de la normalisation des reporting RSE, donc de la déclaration de performance extra-financière, c'est un organe comptable. Je veux dire, c'est des comptables. L'EFRAG, c'est l'organisation qui conseille l'Union européenne sur les normes comptables. D'accord? Donc, les comptables, d'une certaine façon, s'occupent de la normalisation extra-financière et RSE. Donc, pour un directeur financier, quand ça vient de l'EFRAG, c'est quand même un signal fort. Et le nouveau D'accord. Là, c'est bien dispositif, sérieux, quoi. ben c'est ça. Et les nouveaux dispositifs comme le CSRD, le nouveau dispositif de reporting, la taxonomie verte européenne, tous ces dispositifs-là, ben, on demande expressément au directeur financier de nourrir les reportings. La taxonomie, par exemple, on vous dit qu'il y a 3 indicateurs clés de performance à nourrir dans la taxonomie verte. C'est-à-dire qu'il faut décrire la part verte de votre chiffre d'affaires, la part verte de vos immobilisations, les CAPEX, et la part verte de vos dépenses. Alors, si un directeur financier ne s'implique pas là-dedans, voilà, ça sera difficile pour les directeurs financiers de rester à la marge. Donc, à la fois du point de vue, au niveau de la réglementation, au niveau de la pression des autres fonctions en interne, là aussi, il y a un étau qui se resserre. Et puis les investisseurs, j'en ai pas beaucoup parlé, les investisseurs qui commencent à dire, nous, on veut aussi regarder un certain nombre de critères ESG
Et donc, sinon, on risque d'être un peu tatillon sur les investissements qu'on vous accorde. Donc, tout ça fait que le directeur financier aujourd'hui, ben, progressivement Il n'y se a plus retrouve. vraiment de choix là. Il n'y a plus le choix. Et dernier point, et puis après, parce que c'est quand même très important, ta question là, dernier point, c'est, je crois que j'ai eu l'occasion de t'en parler, c'est la notion de système d'information. Souvent, Ta tout deuxième ça. passion. Comment? C'est ta deuxième passion. Oui, c'est ma deuxième passion, mais pour une raison, les deux sujets sont liés. C'est-à-dire que on produit beaucoup de reporting, reporting RSE, reporting ceci, taxonomie bientôt, etc. Mais le problème, c'est que en interne, la comptabilité générale, les systèmes d'information de l'entreprise ne sont pas organisés pour produire correctement ces informations. Même dans des très grosses boîtes dans lesquelles on intervient, elles ont beaucoup de mal à collecter ces infos. Vous verrez passer des fichiers Excel, des questionnaires par-ci, alors qu'il faut une comptabilité pour gérer, y compris les données non financières. Et donc, moi, je pense que ça va se passer au niveau des directeurs financiers, des directions financières, parce que personne d'autre qu'un directeur financier, qu'une direction financière, n'est capable de gérer correctement les systèmes d'information pour nourrir un certain nombre de reporting. Donc, voilà les arguments que je peux t'apporter pour dire que à la fois les directeurs financiers devront s'engager et leur rôle sera déterminant. D'accord. Alors du coup, j'ai deux questions. Et j'ai une première question de Kitri dans le chat qui demande, et je pense qu'on peut valider, c'est du coup, ça serait aux comptables ou en tout cas aux directions financières de produire le reporting extra-financier. Ben, moi, j'en suis convaincu. Alors, c'est peut-être fait aujourd'hui dans d'autres services, mais celui qui est plus efficace pour le faire, c'est le directeur financier. Parce qu'il a D'accord. l'habitude des systèmes d'information. Il sait, je vous donne un exemple. Si je vous dis comment collecter facilement les quantités de matières premières ou le nombre de kilomètres parcourus par les collaborateurs entre le domicile et le travail, ces informations, on les voit plus facilement dans une direction financière que n'importe où d'autre dans l'organisation. C'est factuel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une idée, tu vois, moi j'ai discuté avec pas mal de gens qui ont des outils SaaS de calcul du bilan carbone, qui mettent ça en place dans des entreprises. Est-ce que tu sais si aujourd'hui leur interlocuteur, ça va être la direction financière, donc le DAF ou l'expert comptable? Est-ce qu'il joue déjà ce rôle ou bien est-ce que la transition n'est pas encore faite? Alors, oui, et alors même si j'ai un point de vigilance que je voudrais vous soumettre sur les plateformes en mode SaaS, le bilan carbone. Alors, le bilan carbone, je prends la méthodologie ADEME, générique, qui est la méthode consacrée pour faire les bilans carbone en France. Moi, quand je me suis formé à la méthodologie bilan carbone, c'était en 2010. Précurseur à chaque fois. Ouais, ben c'était oui, c'était déjà ben, il y avait enfin, non, j'étais pas précurseur sur le bilan carbone, mais enfin, oui, par rapport à mon métier et qui j'étais, oui, je devais être dans les tout premiers dans mon métier à m'intéresser à ce sujet. Mais le bilan carbone, j'avais fait une petite analyse et j'avais réalisé que les données nécessaires pour alimenter l'outil bilan carbone provenaient essentiellement, j'avais calculé, faire l'exercice, j'avais calculé à 70-80% provenaient de la comptabilité. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, parce qu'on vous demande le montant des immobilisations, on vous demande la quantité de matières premières, et ces informations-là sont souvent dans les services comptables. Et ce qui se passait avec les prestataires bilan carbone à l'époque, et c'est toujours vrai d'ailleurs, quand ils démarrent une mission bilan carbone dans une entreprise, et nous c'est le cas, hein, on fait des bilans carbone, les services qu'on sollicite pour collecter l'info, c'est la direction financière. D'accord? Mais donc, toi, quand tu dis, d'un côté, tu dis ça, et d'un autre côté, j'ai pas l'impression, enfin, avec ce que tu dis, pour moi, il devrait y avoir des files d'attente
qui toque à ta porte en te demandant apprends-nous, forme-nous, comment on fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait une prise de conscience. Pense à la grenouille, pense à la grenouille. Voilà, malheureusement, on attend, puis tout d'un coup, ouais, ça va exploser. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi j'aime beaucoup ce mot de momentum, c'est important, le timing aussi. Moi, ça fait bientôt une quinzaine d'années que je travaille sur ces sujets. Ben, j'étais un peu perçu comme une espèce d'illuminé Ouais. dans certains milieux. On te prenait pour un hippie ou pas? Voilà. Heureusement pour moi, j'avais pas trop un look de hippie, mais on aurait pu me considérer. Mais pour dire que souvent, quand c'est trop tôt par rapport à un marché, ben, c'est long, c'est compliqué, c'est plus dur, etc. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moment parce que je pense il y a plein de facteurs qui vont obliger les directeurs financiers à se bouger. Donc, elles vont devoir se former, intégrer dans leurs équipes des collaborateurs formés à la RSE, formés aux indicateurs extra-financiers. Donc, moi, là, ça va s'accélérer, justement. Parce que je pense il y a quand même déjà une prise de conscience et on sait que les directions financières devront s'impliquer. D'accord. Mathilde, avant que tu attaques sur le point 3, est-ce que tu peux répondre à la question de Mathilde qui dit comment évangéliser aussi les actionnaires sur un pilotage d'entreprise durable? Ben, les actionnaires, je pense que évidemment, ils ont le cadran rivé sur la rentabilité de leurs investissements. Après, faut pas se leurrer, hein. Les investisseurs, il y a des gens très informés. Ils sont conscients de ce qui se passe. Voilà. Bien sûr, ils vont jouer la montre, ils vont essayer de rentabiliser au maximum leurs investissements. Eux, c'est leur objectif d'investisseur. Mais ils sont très bien informés sur ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer. Et je pense qu'ils ont bien conscience qu'il y a des modèles économiques qui vont être beaucoup challengés. Il y a des activités qui vont parfois disparaître. Donc, ils seront de plus en plus vigilants sur où ils mettent leurs investissements. Alors, il y a deux catégories d'investisseurs après, hein. Les investisseurs plus institutionnels ou qui jouent beaucoup plus le long terme, etc. Puis il y a les investisseurs qui sont un peu plus court-termistes, on va dire, très court-termistes. Ah ben, ceux-là, bon, c'est sûr qu'ils vont être opportunistes jusqu'au bout, mais ils sont au courant. Après, comment les sensibiliser? Ben, il faut en fonction de la place que vous avez, il faut les alerter sur les changements, sur le fait aussi que la rentabilité financière, elle est liée à la rentabilité extra-financière de plus en plus. Et que si vous n'êtes pas performant sur les questions écologiques, les questions environnementales et sociales, vous risquez d'hypothéquer la rentabilité future. Donc tout ça est lié. C'est sûr qu'on ne peut plus aujourd'hui, parce que si vous essayez de privilégier la rentabilité au détriment de l'équilibre des écosystèmes, à un moment donné, va se poser un problème de modèle économique. C'est-à-dire que le jour où vous n'êtes plus en capacité de polluer ou d'aller chercher des ressources ou des terres rares, l'entreprise, elle ne fonctionne plus. L'entreprise, elle ne fonctionne plus. Donc, un investisseur, il sait, il est au courant. Oui, par l'entrée risque, il sait qu'il faut qu'il fasse attention à l'endroit où il investit. Et du coup, on en arrive à notre troisième question. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi, tu penses comme la bonne solution pour intégrer les enjeux écologiques dans la comptabilité des entreprises? Quel est le modèle que tu as développé? Vaste sujet. Vaste sujet. On a combien de temps? On a encore 4 heures ou pas? Oui, non. On a un gros quart d'heure, on a 20 minutes. Alors, grosso modo, quand on parle de comptabilité
finalement l'intégration des enjeux écologiques dans la comptabilité des entreprises, il faut être au clair sur ce qu'on appelle comptabilité, c'est-à-dire que le bilan carbone est une comptabilité. Quand vous faites un ACV environnemental, c'est une comptabilité. Donc le fait de mesurer des éléments, de les tracer, de les justifier, etc., ben, on est dans un système comptable. La question qui est posée par le modèle que je porte, c'est comment on passe justement d'une comptabilité extra-financière à une comptabilité financière sur les éléments, les enjeux environnementaux et sociaux. Ou pour le dire autrement, comment on va monétariser les enjeux environnementaux et sociaux pour les intégrer dans la comptabilité financière classique. L'objectif étant de pouvoir avoir une même comptabilité, c'est-à-dire qu'il y a le langage, la langue des entreprises, et la façon dont l'entreprise communique avec ses parties prenantes, hein, le financier, les salariés, les banquiers, etc. Mais c'est de pouvoir informer à la fois sur la finance, ce qui se passe en matière financière, sous-entendu comment l'entreprise se développe, mène son activité pour réaliser du profit, tout en respectant l'équilibre des écosystèmes naturels et humains. Donc c'est ça la question qui est posée par le modèle que nous on porte, qui s'appelle le modèle CARE. Oui, tu avais une question. Pourquoi c'est hyper important pour toi de tout réunir au même endroit? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a reporting financier et extra-financier. Et pourquoi, pour toi, c'est essentiel que ça soit réuni? C'est essentiel parce qu'on se rend compte, ça fait des années, hein, que l'extra-financier existe aux côtés du financier. Il ne s'agit pas de faire disparaître l'extra-financier. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle la comptabilité analytique ou la comptabilité de gestion qui traite déjà beaucoup de données extra-financières. Simplement, ce qu'ils font et ce qui aide à éclairer la décision, c'est qu'ils connectent les deux. À un moment donné, ils calculent des ratios, ils utilisent l'extra-financier. Enfin, et la question qui est posée aujourd'hui, c'est que pourquoi, enfin, le fait d'avoir une déconnexion, une cloison entre les données RSE et les données financières pose un problème. C'est que l'entreprise ou le décideur, le dirigeant qui doit décider, orienter son entreprise, ben, il lui est difficile de faire la connexion. Parce que vous savez que quand on prend une décision avec une conséquence, une incidence financière, ben, il faut aussi se poser la question de la conséquence en matière environnementale, etc. Et donc, très difficile pour une entreprise de faire le lien entre les différents sujets et d'avoir une cohérence d'ensemble. Alors, le fait de proposer ou d'inciter pour qu'il y ait une comptabilité monétaire, c'est pour aider à une meilleure compréhension des sujets, une meilleure prise de décision et pour mieux connecter les sujets. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on fait de la RSE à côté et puis on mène l'activité de l'autre côté. Et ça pose de vraies difficultés si on veut complètement injecter la RSE dans le modèle économique classique. C'est pour ça que la comptabilité doit aller vers une monétarisation, etc. Alors après la difficulté, c'est une fois qu'on dit monétariser les enjeux environnementaux et sociaux, la question c'est comment. Et c'est sur le comment qu'il y a une bataille aujourd'hui qui est engagée chez les normalisateurs, mais on peut en parler si on a le temps, et sinon, il va falloir que tu me réinvites. Bah, avec grand plaisir, tu sais que tu es le bienvenu. Mais du coup, la question, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut normaliser et harmoniser entre les différentes entreprises. Aussi, j'imagine, pour pouvoir comparer, non? Aussi, oui, il y a la comparaison. Effectivement, parce que ce qui est intéressant quand on fonctionne en euros ou en valeur monétaire, c'est que facile de comparer différentes entreprises. Tu as entièrement raison, je n'en ai pas parlé, mais c'est l'un des avantages de la monétarisation. Alors, sur l'extra-financier, on peut essayer de comparer. Hein, quand il y a les mêmes indicateurs partout, oui, on peut faire quelque chose. Mais en fait, la difficulté surtout, c'est la
cohérence avec le modèle économique classique. C'est comment Donc, on du rend tout coup, ça en lien. ça signifie que, sans rentrer dans le modèle sur lequel tu as réfléchi, ça signifie qu'en fait, on n'arrivera pas à avancer vraiment plus loin tant que on ne sera pas mis d'accord universellement sur un modèle qui nous permettra de comparer entre les différentes entreprises. Oui et non, enfin, on va avancer, mais on va pas avancer. Enfin, pour moi, on va perdre beaucoup de temps. On va perdre Mmh. beaucoup de temps, c'est surtout ça. Mais je pense qu'il y a plein de moyens d'avancer. Mais je pense que si on arrive à ça, ça devrait accélérer les choses en termes de transformation des modèles économiques. Parce que c'est de ça dont il est question. Comment on change les modèles économiques pour que ça soit aligné aux objectifs environnementaux et sociaux? C'est ça le défi. Mmh. Donc, Et la du coup, comptabilité, oui. ça doit être super politique, j'imagine, là, aujourd'hui, sur qui va imposer son modèle. Ben oui, après, il y a la guerre des méthodes. Hein. Après, c'est ça qui est terrible parce que souvent, chacun défend sa méthode. Euh, et ce qui est malheureux, moi je le déplore souvent, surtout en France, on a beaucoup de mal à se regrouper autour d'un même sujet, autour d'une même d'un même objectif. Alors les anglo-saxons semblent, je dis bien semblent, mieux faire ça que nous, parce que quand ils arrivent très facilement à se regrouper, trouver un consensus et imposer d'une certaine façon leur vision au reste du monde. Là où en France, où chacun veut avoir raison, moi j'ai essayé depuis plus de 10 ans de fédérer les différents acteurs, hein, les différents modèles, pour qu'on ait une école française sur le sujet, non pas pour l'imposer au reste du monde, mais au moins pour débattre Mmh. au niveau international et apporter aussi une vision française sur le sujet. J'ai toujours échoué parce que chacun veut pousser sa propre méthode, chacun veut avoir raison sur tout. Et c'est d'ailleurs, je ne fais pas de politique, mais quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est un peu la traduction de ça. C'est-à-dire que pourquoi ne pas se mettre d'accord et avancer sur l'essentiel? On a beaucoup de mal à le faire. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, moi, je défends une méthode dont je sens, dont je pense, voilà, est une méthodologie pertinente et qui pose les vraies questions. Alors, une fois que je dis ça, mon voisin d'en face qui défend sa propre méthode va vous dire exactement la même chose. Mais d'où la nécessité d'un débat. Peut-être que c'est aussi une idée de conférence, Marine, c'est d'avoir peut-être les deux méthodes ou trois Bah ou oui, quatre complètement. qui discutent pour avoir une Ouais, un vrai débat. Mais ce qui m'étonne, c'est que tu parles d'un débat sur des méthodes françaises, alors que je pensais que tu me parlerais d'Union européenne. Oui, alors, tu as raison. Je pense qu'il faut que le débat se situe au niveau de l'Union européenne. Tu as entièrement raison. Je parle de la France, que je connais mieux. Mais tu as raison. Il faut que ça se situe à ce niveau-là, par rapport à une vision plus anglo-saxonne de l'autre côté. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, en gros, sur les normes, hein, il y a l'ISSB hein, qui travaille au niveau international sur une comptabilité extra-financière. Et puis, il y a les FRAG au niveau de l'Union européenne qui travaillent sur sa comptabilité extra-financière. Donc, déjà, il y a deux mondes voilà, qui se battent sur Hmm. quelle est la meilleure façon de faire. Et puis, au niveau européen, ben, il y a aussi des confrontations, des normes qui s'affrontent, d'où un débat, mais on verra bien ce qui en sortira. Mais bon, Hmm. voilà. Donc, c'est malheureux, mais c'est aussi peut-être aussi nécessaire qu'il y ait toutes ces Hmm. visions-là qui s'affrontent. Simplement, on n'a pas beaucoup de temps. Et je te pose une dernière question et après on prend la question de Fatima et après on s'arrête là parce que j'ai un point d'honneur à ce qu'on finisse nos Indie Club à temps. Ma question c'est, est-ce que alors moi, pour le coup, je vais parler là aussi de la France parce que c'est ce que je connais mieux. J'ai l'impression qu'il y a une vraie rupture entre quand on fait de la recherche, et ce que tu as fait là avec le modèle CARE, et quand on est dans le concret de l'entreprise. Et j'ai l'impression que souvent, euh,
les deux ne sont pas liés. Tu as d'un côté les chercheurs qui vont faire des très beaux modèles et réfléchir à l'avancée et les perspectives à venir. Et d'un côté, la réalité de l'entreprise et que le lien entre les deux, finalement, ce que tu essayes de faire, j'ai l'impression que tu es un peu seul à essayer de faire ça. Est-ce que tu as un avis dessus ou pas? Mais d'abord, c'est normal, même si c'est beaucoup plus prononcé en France où la recherche, les universités sont beaucoup moins connectées aux entreprises que ça ne l'est aux États-Unis ou même en Allemagne à côté, où effectivement, ils ont l'habitude d'impliquer le, les entreprises, ils font un peu moins de recherche fondamentale. Et aujourd'hui, il y a une espèce de, de terre sacrée, enfin, les chercheurs, il faut surtout pas qu'ils se mélangent à ceux qui sont dans l'entreprise, dans l'action, parce que c'est très mal vu, etc. Donc, je pense qu'il faut casser ces trucs-là qui n'apportent rien. Même si je comprends aussi une certaine nécessité pour que la recherche ne soit pas orientée, qu'elle soit complètement. Indépendante. Voilà, c'est nécessaire aussi. Donc, il ne faut pas Ouais. complètement. Mais moi, mon job, et c'est comme ça que je définis le job des experts comptables, de consultants ou autres, c'est de pouvoir faire le lien justement entre ce qui se passe dans les universités et ce qui se passe sur le terrain. Et donc, c'est notre capacité à faire ce lien qui va aussi faire avancer les choses. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça, mais tu as raison, c'est-à-dire que dans les entreprises, on n'aime pas trop la recherche, on n'aime pas trop, on trouve que c'est hors sol, que ça plane, qu'il faut des outils Bah pratico-pratiques. oui, mais en même temps, a raison, parce que moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a plein de choses qui vont être expliquées par des chercheurs qui ne sont pas actionnables ou qu'on ne sait pas actionner, en tout cas, parce que dans la réalité de la vie de l'entreprise, on ne sait pas vraiment comment le mettre en place. Ben, il y a une phrase que je cite souvent, qui n'est pas de moi, qui est d'un chercheur dont j'oublie le nom, qui travaille à Mine Paritech, euh, que je trouve génial, qui résume ce qu'on est en train de se dire, euh, que je cite maintenant partout, qui dit la chose suivante. Le management au sens large, hein, y compris ce qu'on fait là, la compta, etc., est devenu, est devenu un savoir paresseux qui fait fi de la complexité et du temps long. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle traduit exactement ce qu'on est en train de se dire. C'est-à-dire que, oui, la recherche, c'est compliqué, c'est parfois décalé, mais oui, parce que souvent, ces gens-là s'attaquent aussi à des sujets compliqués. Alors, c'est facile de dire, on vient dans une entreprise, il n'y a qu'à mettre en place tel outil, appuyer sur un bouton et tout marche. C'est pas, ça marche pas comme ça. Et puis, on s'attaque quand même à un sujet, environnement, les questions sociétales, sociales et sociétales, qui sont extrêmement compliquées, avec des dilemmes, des liens qui ne sont pas évidents à faire, hein, on voit avec les Gilets jaunes. Donc, il faut de la recherche. Et c'est pas grave, c'est parfois compliqué, c'est parfois hors sol, mais il faut aussi faire cet effort intellectuel pour qu'en tant que manager, en tant que décideur, même si on n'a pas le temps, parce qu'il faut aller vite, il faut décider, il faut aussi apprendre à s'arrêter, regarder la complexité du sujet, parce que parfois ces outils-là ou ces chercheurs-là, c'est pas eux qui apportent la complexité, c'est le sujet à la base qui est complexe. Donc il faut pas avoir complètement totalement, faut pas rejeter totalement le côté compliqué ou hors sol. Bien sûr, il faut des outils pratiques, il faut aller vite, bien sûr, et c'est nécessaire, mais il faut de temps en temps s'arrêter, regarder, analyser et réfléchir, et ne pas rester un savoir paresseux comme le disait ce professeur. Malheureusement, j'oublie le nom. D'accord. Bon, alors, merci beaucoup. Du coup, on n'a plus le temps pour le modèle CARE que tu nous expliqueras, du coup, avec grand plaisir lors d'une conférence avec d'autres personnes qui présenteront, avec qui tu pourras débattre. Et je propose qu'on réponde à la question de Fatima. Je ne sais pas si tu la vois, Hervé, qui disait Je constate que les arguments souvent évoqués pour un pilotage durable des entreprises reposent davantage sur le fait d'éviter les risques que sur la création d'opportunités. Quel est le meilleur moyen de fédérer sur le sujet?
Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, éviter les risques, c'est déjà pas si mal. Parce que. Alors après, il faut définir ce qu'on appelle ce qu'est le risque. Hein. Et heureusement, au niveau européen, les choses bougent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la nouvelle définition du risque, hein, avec la notion de double matérialité. C'est-à-dire que le risque que pèsent toutes ces questions environnementales, sociales, sur l'activité de l'entreprise et donc sur sa rentabilité future, mais aussi le risque que fait peser l'entreprise dans son fonctionnement, le risque vers les écosystèmes, donc ce qu'on appelle le risque externe. Hein, c'est que moi, entreprise, les sujets environnementaux ont une incidence sur moi, et moi, dans mon fonctionnement, j'ai aussi je fais peser des risques sur la biodiversité, les sols, l'air, etc. Donc, il faut bien se mettre d'accord sur la notion du risque. C'est quoi un risque? Hein? Est-ce qu'il faut partir sur la définition européenne de double matérialité, qui est celle que moi je défends? Et après, oui, sur les opportunités, il faut aussi faire attention, parce que là où je ne suis pas complètement d'accord avec votre remarque, c'est que les entreprises ont tendance, au contraire, à aller chercher l'opportunité avant le risque, avant d'intégrer complètement le risque. C'est combien ça gagne avant le combien ça coûte et quel est le risque. D'accord? Donc, il faut, mais je vous rejoins malgré tout sur le fait qu'il faut essayer de fédérer les deux sujets. De toute façon, il y a pas, enfin, quand vous faites des analyses, je ne sais pas comment vous appelez ça, des SWOT, vous connaissez ça mieux que moi, vous faites toujours risque et opportunité. Donc, les deux sont liés. Et simplement, j'insiste sur le fait qu'il faut bien considérer le risque sur la double matérialité quand on parle de sujets RSE. Ok, bah, merci beaucoup pour ta réponse. Il y a Fatima qui écrit dernière question et après on va s'arrêter là. Bon, je ne vois pas la question apparaître. Donc, du coup, Hervé, est-ce que du coup. Ah, non, si c'est bon. Pour en apprendre plus sur Car. Donc, Hervé, tu acceptes de revenir une prochaine fois pour nous expliquer mieux ton modèle? Ah ben avec plaisir, avec plaisir. Génial. C'est bien, j'ai fait, sans le vouloir, j'ai fait du teasing. Exactement, c'est exactement ça. Et ben, merci beaucoup pour ta venue et avec plaisir pour te revoir sur un rendez-vous Indie Club. Et merci à Avec tous plaisir. pour votre Merci à participation. tous. Merci Marine et bon courage. Merci, merci beaucoup. Ciao. Au Au revoir. revoir.